Bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse quelques secondes pour arriver. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré donc à cette rentrée 2020, une rentrée dont je pense qu'on se souviendra longtemps, une rentrée qui s'est déroulée d'abord dans un contexte d'enseignement hybride pour la majorité des établissements d'enseignement supérieur, le basculement aujourd'hui à distance. On voulait revenir pendant ce webinaire sur cette rentrée. On a publié chez WooClap au mois de septembre un livret de bonnes pratiques sur cette rentrée hybride. On a interrogé juste avant l'été, après ce premier confinement, on a interrogé un panel d'experts de l'enseignement supérieur au sujet de leurs prévisions pour cette rentrée 2020, suite à l'expérience qu'on avait pu avoir de ces premiers mois d'enseignement à distance avant l'été. Voilà, l'enseignement hybride, la volonté de diversifier son enseignement pour replacer l'étudiant au centre du cours, l'enseignement synchrone, l'asynchrone, le présentiel, le distanciel, voilà, beaucoup de sujets, des nouvelles pratiques qui évidemment appellent des réponses inédites et évidemment de nouveaux défis. Et donc c'était sur tous ces sujets-là qu'on voulait parler ensemble ce matin. L'objectif de ce webinaire, ça va être de faire un état des lieux, d'abord des bonnes pratiques déjà éprouvées ces derniers mois, et puis de se projeter aussi sur les améliorations qu'on pourra mettre en place pour le semestre prochain, et puis surtout au vu évidemment du contexte actuel et puis des dernières actualités qu'on a pu avoir. Ce webinaire va durer 1 heure. Vous avez à droite de votre écran un chat sur lequel vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire, et donc on y répondra après chacune des parties. On prendra le temps évidemment de répondre à vos questions. Et puis j'en profite pour vous signaler qu'un résumé de notre échange sera également disponible sur le blog de WooClap d'une part dès la semaine prochaine. Vous allez retrouver les liens sur le chat. Et puis l'enregistrement du webinaire sera également disponible sur la chaîne YouTube de WooClap à nouveau. Donc rendez-vous sur YouTube et sur notre blog pour retrouver l'ensemble de ces échanges. 4 parties pour ce webinaire, et donc on a le plaisir aujourd'hui pour intervenir et donc revenir sur ces bonnes pratiques autour de la rentrée hybride, d'être accompagné de 4 intervenants. Sandrine Karam pour commencer. Bonjour Sandrine, donc tu es présidente de l'association Anstia. Je te laisserai en dire un mot. Bonjour. Héloïse Capet. Bonjour Héloïse. Héloïse, tu es responsable du service innovation et transformation pédagogique à l'université Paris-Dauphine, et donc tu auras l'occasion de nous parler de ton retour d'expérience. Clément Cahagne. Bonjour Clément. Clément, donc responsable de l'innovation pédagogique à IFP School. On aura l'occasion également d'échanger sur ce que vous avez pu mettre en place à l'école. Et puis pour finir, Kevin Tressier. Bonjour Kevin. Kevin, donc ingénieur pédagogique à l'IMT Atlantique, et donc on aura aussi l'occasion de discuter de ce que vous avez pu mettre en place à l'IMT ces derniers mois, et puis de comment est-ce que vous projetez sur la suite. Vous allez tous les 4 nous partager vos retours d'expérience. L'idée, c'est vraiment d'être capable de confronter à la fois les prévisions qu'on a pu faire avant l'été, et donc dont on a pu parler dans ce livret de bonnes pratiques, avec la réalité du terrain 2 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette rentrée, et puis comment est-ce qu'on voit les choses pour la suite. Pour ce livret de bonnes pratiques, et puis pour ce webinaire WooClap, donc nous nous sommes associés avec l'Anstia, un partenariat de longue date. Sandrine, peut-être je te laisse du coup présenter l'Anstia en 2 mots, et puis nous parler du coup de ce partenariat. Oui, bonjour, et merci pour cette introduction. En effet, donc pour ce webinaire, c'est essentiel pour nous puisqu'on regroupe 800 membres. Donc l'association Anstia, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'association donc nationale des services TIS, anciennement appelée service TIS, mais aujourd'hui plus les services d'accompagnement ou d'appui à la pédagogie, et les services audiovisuels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc c'est une association de professionnels des services. Cette association, pour nous, c'est un lieu de réflexion, de partage des connaissances et compétences entre professionnels. Donc, en fait, pour apprendre, c'est ce qu'il faut se dire, il faut être attentif à ce qui se passe, capter l'attention des étudiants en cours aujourd'hui. Donc, depuis toujours, la volonté de rendre l'enseignement fun et efficace. Donc, WooClap s'appuie sur ces dernières découvertes en matière de neurosciences
et puis les études menées sur différentes pratiques pédagogiques. Donc, du coup, il nous semble très pertinent de s'associer à vous, notamment puisque WooClap aussi s'intègre très bien dans ce qu'on appelle nos LMS, et donc de nombreuses universités l'utilisent, que ce soit directement dans les Moodle, donc ça, c'est très intéressant pour nous et très simple d'utilisation. Donc, en quoi consiste notre partenariat en quelques mots? Notre partenariat, c'est la mise à disposition gratuitement d'un compte WooClap pour les ingénieurs pédagogiques, la mise en place de projets pilotes dans les établissements qui le souhaitent, et donc d'avoir un accès WooClap à chaque enseignant de l'établissement pendant 3 mois. On a aussi des comptes illimités pour les usages de WooClap lors, par exemple, du Pédagolab et des journées nationales d'Antia, qui, je vous remercie, ça c'est très important pour nous. Et puis, on a une offre discount adhérent Anstia, donc moins 15% sur la licence institutionnelle. Et puis, donc, on s'associe à vous pour… on a déjà fait un webinaire et c'est le 2e webinaire en formation. Donc, nous sommes ravis de soutenir WooClap. Et je vais vous laisser maintenant la parole, Fabien. Merci, merci Sandrine. Et donc voilà, un partenariat de longue date avec l'Anstia. N'hésitez pas, vous toutes et tous qui nous regardez, à nous contacter si vous souhaitez en profiter. Allez, avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous propose de prendre votre avis avant de se lancer sur les différents retours d'expérience de nos invités. Et donc, je vous invite à répondre à 2 petites questions avant de se lancer. Je vous propose de vous munir de votre téléphone portable. Vous pouvez vous connecter à cet événement WooClap directement en rentrant le lien de connexion qui s'affiche ici, www.wooclap.com/woostia. Et vous pouvez également scanner directement le QR code qui s'affiche ici à l'écran. Vous pouvez vous connecter donc directement avec votre smartphone, hein, avec ce QR code ou avec le lien, et vous pouvez aussi le rentrer directement dans votre navigateur sur votre ordinateur. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Allez, j'en profite pendant que vous vous connectez. N'hésitez pas à réagir tout au long de ce webinaire sur Twitter. Vous pouvez taguer WooClap, l'Anstia également, et puis utiliser le hashtag Woobinar. Voilà, et donc prolongeons la discussion sur Twitter pendant que vous êtes déjà une quarantaine à vous être connectés sur WooClap. Je vous laisse quelques secondes de plus. Voilà, 2 petites questions avant de se lancer pour avoir votre avis sur cette rentrée hybride. Allez, vous êtes déjà une soixantaine connectés. Je vous laisse continuer à vous connecter. Vous aurez le lien qui va continuer à s'afficher. Et puis, je vois que vous êtes déjà nombreux à avoir répondu à cette première question. En un adjectif, comment est-ce que vous qualifieriez ce semestre? Et donc, je vois le nuage de mots qui se complète petit à petit. Allez, déjà plus de 80 réponses dans ce nuage de mots, et déjà un des premiers adjectifs qui ressortent. Intense, hein, je crois que ça va être le mot-clé qu'on va retenir. Innovant, hybride, compliqué. On a le mot étrange également, plein de rebondissements. Allez, déjà 90 réponses. Allez, je vous propose qu'on en reste là sur cette première question. Je pense que ce sera intéressant, hein, de débriefer de ces différents adjectifs avec nos différents invités. Voilà, les mots-clés qui ressortent: innovant, intense, hybride évidemment, numérique, compliqué, étrange, challenge, hein, un mot qui revient. Je vois passer résilience, plein de rebondissements, chamboulé, périlleux, haut en couleur. Très belle expression. Voilà pour ces quelques mots-clés. Et une deuxième question pour vous sonder un petit peu sur la manière dont s'est passée cette rentrée par rapport à vos attentes. On sait, en échangeant avec beaucoup d'établissements, que on anticipait cette rentrée, on la craignait un petit peu, hein, probablement.
Comment est-ce que ça s'est passé de votre côté? Est-ce que ça s'est plutôt mieux passé? Est-ce que c'était finalement comme prévu? Un petit peu moins bien? Et puis par rapport aux adjectifs qu'on a vus juste avant, est-ce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont peut-être moins bien vécu cette rentrée? Je vous laisse quelques instants. Et on voit déjà une tendance qui émerge, hein. Visiblement, globalement, vous étiez plutôt préparé pour cette rentrée, donc vous vous attendiez à la manière dont ça allait se passer. Donc c'est plutôt bon signe, je pense. Et on va voir dans un instant, et on commencera par l'Université Paris-Dauphine avec Héloïse, comment est-ce que différents établissements justement se sont préparés à cette rentrée. 30% pour 30% d'entre vous, hein, quand même, une rentrée qui s'est passée plutôt moins bien que prévu. Et puis on a des optimistes et ça fait plaisir. Et merci à toutes et à tous pour ces réponses sur cette première question. Je vous propose qu'on se lance dans les retours d'expérience du coup des 3 établissements qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc on va commencer par Héloïse, si tu le veux bien. Je suis avec vous. Super. Je vois que tu as allumé ta caméra, c'est parfait. Pour commencer, Héloïse, peut-être tout simplement, comment ça s'est passé du coup ce début de semestre à l'Université Paris-Dauphine? Eh bien, écoute, je vais rebondir sur les termes qui ont accroché mon regard dans le nuage de mots. Intense, je crois que c'est ce qui qualifie cette rentrée également à Dauphine. Mais aussi compliqué, chamboulé, périlleux, hein, même s'il faut rester optimiste et même si on s'est tous préparés, je pense qu'on a tous vécu la chose avec un petit peu de stress. Alors concrètement, comment s'est passée la rentrée à Dauphine? En mode hybride et comodal au niveau de l'organisation. Donc, on a conservé en présentiel les premières années de licence et les Master 2 parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Donc, on a considéré qu'il était important de maintenir le lien social et de les avoir en présentiel à Dauphine, mais avec du comodal. Donc, ça veut dire que sur des promotions de 700 étudiants, il a fallu les disperser dans plusieurs salles et donc avoir l'enseignant présent dans une salle et les étudiants qui suivaient le cours en étant à Dauphine, mais pas dans la salle où se trouve l'enseignant. Avec aussi une alternance de groupes, donc des groupes qui étaient présents une semaine et puis les autres groupes les semaines suivantes. Donc peut-être un sentiment aussi pour les enseignants de pas mal répéter ce qu'ils disaient d'une semaine sur l'autre. En tout cas, hybride et comodal pour ceux qui étaient en présentiel et puis les autres, L2, L3, M1, en distanciel. Donc là, on a surfé sur l'expérience qu'ils avaient déjà engrangée pendant la période de confinement. Mais en tout cas, on peut dire que le stress a été présent et omniprésent. Les enseignants se sont souvent sentis débordés par le comodal, même si on les avait préparés et même si on avait équipé pas mal nos salles, certains se sont plaints d'avoir manqué de matériel, notamment au niveau des micro-cravates pour la qualité du son. Donc, ils avaient un peu tendance à oublier qu'ils avaient certains étudiants à distance. En tout cas, un sentiment de bricolage et un énorme besoin d'accompagnement sont les mots qui, pour moi, qualifient ce semestre et cette rentrée à Dauphine. Et je vois que tu rejoins effectivement du coup un certain nombre des adjectifs que les participants ont pu partager dans ce nuage de mots. Tout à fait. Innovant, parce qu'effectivement, le comodal, on n'était pas préparé à ça, mais intense et puis périlleux pour le manque de préparation quand même et d'accompagnement, parce qu'on a tous été un peu sursollicités. Oui, bien sûr. Héloïse, tu as fait partie des experts qui sont intervenus dans ce livret de bonnes pratiques pédagogiques sur la rentrée hybride. Quand on s'est parlé de ces sujets-là juste avant l'été, ce qui revenait de ton côté, on a parlé scénarisation des cours, comment définir des objectifs et ensuite les activités pour atteindre ces objectifs, comment évaluer ces activités. Et il y avait la dimension évidemment des outils également qui était importante. Vous utilisez WooClap notamment à Dauphine, la dimension de feedback que permet un outil d'interactivité comme WooClap. Voilà, scénarisation, outils. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus et puis sur comment est-ce que de manière générale vous avez fait pour faire en sorte que cet enseignement comodal et cette rentrée hybride soit un succès? Alors, bien sûr, et comme tu l'avais identifié, tu l'as repris dans le guide des bonnes pratiques, on a anticipé un très, très gros besoin de formation à Dauphine et d'accompagnement assez rapidement. Comment? En fait, dès le mois de juin, on a lancé une enquête
auprès de 2200 enseignants et vacataires qui interviennent à Dauphine, à laquelle 726 personnes ont répondu. Donc, ça représente environ un tiers de réponses, ce qui était plutôt une bonne surprise pour nous. Et il y avait 2 volets dans cette enquête. Un sur l'expérience vécue de l'enseignement à distance pendant le confinement, et puis un autre sur les attentes par rapport à la rentrée 2020 qui s'annonçait hybride. On avait déjà eu le décret, donc on savait qu'il fallait se préparer à cette rentrée sous ce format-là. Alors, il faut savoir que 70% de nos enseignants n'avaient jamais enseigné en distance avant le confinement. Et donc, ça a été une expérience compliquée pour la majorité d'entre eux, qui s'est souvent traduite dans un premier temps comme une transposition pure et simple du cours que les enseignants donnaient jusqu'ici en présentiel dans un format de visioconférence ou de classe virtuelle en utilisant les outils comme Teams ou Zoom. Alors, je vais juste vous citer quelques verbatims parce qu'ils sont assez parlants. Donc, les enseignants disent la transposition du cours tel quel, ça marche pas, on perd les étudiants, on ressent une sorte d'absurdité à parler seul devant un écran, c'est très difficile de créer des interactions avec et entre les étudiants. Donc, on a identifié dans cette enquête un usage des outils numériques aussi très inégal. 72% ont utilisé Teams et 37% ont utilisé notre plateforme pédagogique qui s'appelle MyCourse. Et en plus, dans ces usages, on a identifié que c'était souvent un simple dépôt de documents. Donc, en fait, là aussi, on a juste transféré des pratiques de présentiel, on les a transférées sur une plateforme numérique. Une quarantaine de personnes, seulement 5% d'utilisateurs donc, ont utilisé WooClap. Donc, ça montre bien et ça prouve que l'intérêt pour les outils d'interactivité n'est pas encore totalement perçu auprès de nos enseignants dauphinois. Et Stream reste assez marginal puisque là, on n'a que 2,5% qui l'ont utilisé. Alors, ça, c'était pour le premier volet, retour sur les pratiques. En termes d'attente pour la rentrée de septembre, eh bien, 65% de nos enseignants qui ont répondu ont pensé que la rentrée en mode hybride serait difficile. Donc, une grosse majorité. Que dans les résultats, on avait aussi 53% de ceux qui n'avaient jamais enseigné à distance qui ont exprimé que la rentrée en mode hybride serait difficile aussi pour eux. Et dans ceux qui pensaient que la rentrée serait difficile, ils représentaient 70% de ceux qui avaient mal vécu la période de confinement, ce qui est assez logique qu'il y ait un lien de causalité. Donc nous, on a tenu compte de tous ces enseignements, les enseignements de cette enquête, en mettant en place 3 actions principales pour renforcer le sentiment de sécurité des enseignants dans l'exercice de leur métier, parce qu'en fait, c'est ça qui les perturbe le plus. Alors, on a tout d'abord identifié un besoin de retour d'expérience réussie et inspirante à partir de témoignages d'enseignants qui étaient à l'aise et satisfaits dans leurs enseignements en ligne. Alors, on a proposé un premier webinaire dès juillet avec le témoignage de 4 enseignants, dont 2 basés sur le campus de Londres. C'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, ils ont peut-être été plus pragmatiques les enseignants anglais. En tout cas, 17 enseignants ont participé au total à ce format de webinaire. Il a été très apprécié parce que les conférenciers ont non seulement expliqué et montré concrètement ce qu'ils avaient mis en place dans leur cours, mais ils ont aussi répondu à de nombreuses questions des collègues et ça a créé une petite communauté de pratique. Ils ont continué à échanger entre eux et ça a été très, très apprécié. Donc, l'idée serait maintenant de conserver ce format et d'organiser un webinaire retour d'expérience au moins une fois par mois. Deuxième enseignement que nous avons identifié, c'est un besoin de conseils pratiques. Et pour y répondre, nous avons pour cela créé un site SharePoint avec des ressources pédagogiques à la disposition des enseignants. On l'a appelé la pédagothèque. Et dessus, on y dépose des fiches conseils pour permettre aux enseignants de se préparer en autonomie, et notamment durant l'été, parce qu'on a pris des vacances quand même, on en avait tous grand besoin. Et donc, ces fiches conseils traitaient de thèmes qui nous paraissaient prioritaires pour la rentrée, animer une classe en comodal, animer une classe virtuelle, créer de l'interactivité en cours avec WooClap, construire son espace de cours en ligne, enseigner en mode hybride. Et on a vu que le taux de consultation de ces fiches a été important pendant l'été et est en augmentation constante depuis l'été. Donc ça a répondu à une attente et à un besoin fort. Enfin, on a identifié un besoin de renforcer le développement des compétences en matière de pédagogie et d'agilité numérique des enseignants. Nous avons pour ça construit une offre de formation complète, celle que vous avez reprise, qui a été évoquée dans le guide des bonnes pratiques de WooClap.
Ces formations, elles ont du coup lieu en ligne. Et j'aimerais partager avec vous quelques chiffres qui témoignent du virage pris par les enseignants en termes de transformation de leur pratique pédagogique et d'adoption des outils numériques. Alors, on a proposé des formations plus prises en main d'outils, donc une séance sur créer un cours interactif avec WooClap. On a eu 25 participants, construire un espace de cours en ligne avec MyCourse et Teams, parce que du coup, il y avait aussi une prise de conscience sur la nécessité de faire travailler les étudiants en sous-groupe. Donc là, on a eu 58 participants en septembre et 39 participants en octobre. Il faut savoir que quand on faisait ces formats en présentiel, on avait en général une petite dizaine de participants. Donc 58 participants, on a halluciné de voir un taux aussi important. Alors, tout ce qui concerne organiser une classe virtuelle, 30 participants. Et puis, sur les volets plus pédagogiques, transformer mes méthodes d'enseignement, 20 participants en octobre. Et enseigner en mode hybride en adaptant la scénarisation de son cours, 30 participants. Alors, je vais finir avec des chiffres qui sont quand même assez parlants en termes voilà, de réalité du terrain dauphinois. On a 1900 groupes qui ont été créés sur Teams depuis le confinement. On a créé plus de 10 tutoriels pour aider les enseignants à designer leurs cours à distance. Depuis septembre, on a eu en tout 122 participants aux sessions outils numériques, 79 aux sessions pédagogiques. Depuis janvier 2020, on a créé 2580 espaces de cours sur MyCourse, alors que sur la totalité de l'année 2018-2019, on en avait créé 2100. Donc, on a déjà explosé le chiffre. Et puis, en termes d'utilisation de WooClap, on a 1249 utilisateurs WooClap. Et là aussi, les chiffres en matière de formation sont intéressants. En 2018, on avait organisé 8 sessions sur ce thème, créer de l'interactivité dans vos cours, auxquelles on a eu 19 participants. En 2019, on avait monté 5 sessions avec 13 participants en tout. Et en 2020, on a monté 3 sessions avec 41 participants. Et on a encore beaucoup de demandes. On a une liste d'attente assez longue. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce que nous mettons en place à Dauphine en mode hybride et comodal pour en faire une réussite. C'est en marche, mais on voit qu'il faut poursuivre les efforts et notre engagement pour continuer à embarquer l'ensemble de la communauté enseignante. Merci Héloïse, hyper intéressant comme démarche en synthèse. Aller comprendre les besoins des enseignants suite à cette première période avant l'été, via l'étude dont tu nous parlais, et après donc des actions d'une part sur les retours d'expérience entre pairs, entre enseignants, une dimension de conseil pratique, et puis cette offre de formation effectivement pour aller accompagner les enseignants et faire en sorte que ça fonctionne. Tout à fait, c'est très bien résumé. Merci Héloïse pour ces éléments. Sans transition, je vois qu'il y avait des questions dans le chat, notamment sur les outils. On a abordé un certain nombre d'entre eux. Du coup, tu as parlé d'un certain nombre d'entre eux. Peut-être on pourra revenir à la fin du webinaire si besoin sur ce sujet-là. On peut peut-être passer la parole à Clément Cahagne, pour confronter du coup ce que vous avez mis en place à Dauphine avec ce qui a été fait du coup à l'IFP School. Clément, responsable innovation pédagogique donc à IFP School. Comment ça s'est passé toi de ton côté du coup ce début de semestre? Eh ben, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Il y a eu un gros travail de préparation pendant l'été pour justement mettre en place ce système de pédagogie que nous on appelle pédagogie mixte. Mais bon, ça revient plus ou moins à la même chose, c'est juste une question de sémantique. Il y a eu un gros boulot sur les technos, donc mettre en place des systèmes, donc des caméras, des matériels qui va bien dans les salles de classe pour permettre tout simplement de retransmettre les enseignements soit en direct pour nos étudiants qui sont sur le même fuseau horaire, soit les enregistrer pour des étudiants qui sont sur d'autres fuseaux horaires. On a une particularité, c'est que notre école est composée de 300 étudiants et 150 étudiants à peu près qui sont étrangers. Donc on a aussi cette particularité-là. Donc on avait besoin d'enregistrer les enseignements et de les retransmettre. Donc il y a eu un gros boulot sur la partie technologie. Et puis après, une fois qu'on a eu fixé tout ça, c'était formation des enseignants. Donc avec beaucoup d'ateliers de travail et de travail à la fois sur la technologie d'une part pour prendre en main les différents outils et puis
Ensuite, plus pédagogique, on va dire, et scénaristique, comment retravailler ces cours pour les adapter à une pédagogie mixte ou une pédagogie hybride. Donc voilà, ça a été donc un gros boulot pendant l'été. On s'est rodé un petit peu en début d'année, je pense un petit peu comme tout le monde. On a essayé de prendre nos marques. Les enseignants à l'école avaient bien compris le besoin de venir aux séances de formation et de se former. Ils avaient déjà vécu une fois le passage du 100% présentiel au 100% distanciel en mars, pendant le premier confinement. Ils avaient vu que ça avait été très compliqué, qu'il y avait des besoins d'adaptation qui étaient énormes. Donc là, ils ont suivi, ils ont bien joué le jeu en tout cas, ils sont bien venus se former avec nous sur les modalités un peu particulières de la pédagogie mixte. Et voilà, on s'est rodé une semaine et ensuite ça a été. Ok. Tu étais intervenu également dans le livret des bonnes pratiques avant l'été. Dans ce qui était revenu, dans ce que tu avais pu nous dire à ce moment-là, il y avait évidemment ce sujet de la gestion du synchrone, asynchrone, présentiel, distanciel, et bon, c'est le cœur du sujet. Et puis, nous avais parlé d'un dispositif assez original qui était donc le Study Buddy. Donc, l'idée, tu me corriges si je me trompe, c'était donc d'avoir un élève qui est présent en présentiel, qui est lié à un élève qui, lui, est à distance, et donc les deux vont pouvoir s'entraider. Ouais, c'est ça. En fait, on a mis plusieurs systèmes en place et on en a mis un qui a plutôt bien fonctionné, qui s'appelle le Study Buddy. Donc l'idée, tu as très bien résumé, hein, c'est d'avoir, donc dans certains programmes, on avait parfois 90% des étudiants qui étaient sur place et parfois on avait que 50% des étudiants, voire moins. Donc on avait identifié pendant le confinement en mars-avril déjà un souci lié à ce sentiment de présence et d'appartenance à un groupe au sein des différentes promotions. Et en fait, ce qu'on a voulu éviter là, c'est que nos étudiants qui sont à distance se retrouvent un peu esselés derrière leur ordinateur. Et donc, ce qu'on a fait, en effet, c'est qu'on a essayé de créer des binômes ou des trinômes des fois pour lier une personne physiquement présente à l'école avec une personne qui était physiquement absente à l'école, donc qui était présente qui était derrière son ordi, on va dire. Et donc l'idée, c'était que la personne qui était physiquement présente soit le relais de la personne à distance pour toutes les questions liées à la pédagogie, à l'organisation, à la logistique, etc. Donc qu'il soit vraiment le lien entre, on va dire, le staff de l'école, les enseignants, les assistantes et puis la classe, la promotion. Donc ça, c'était le premier système qu'on a mis en place. Ça a super bien marché. Ça a vraiment permis de fluidifier les échanges entre les étudiants et aussi avec le corps professoral. Ouais. Donc ça, c'était plutôt très bien. On a mis d'autres systèmes en place. On a mis en place notamment le système de délégués techniques. Donc là, je parle pas trop pédagogie. Je suis plus sur la partie, on va dire, logistique organisationnelle et ce sentiment que, ce qu'on voulait vraiment, c'était que les étudiants se sentent acteurs dans la promotion. Là, sur les délégués techniques, l'idée, c'était de se dire, on va libérer un petit peu les enseignants. On va pas leur demander de gérer les caméras, les micros, le Zoom, l'enregistrement des cours, etc. On va former en fait des délégués techniques dans chacune des promotions pour que ce soit eux qui soient responsables de des installations du matériel et de l'enregistrement, mise à disposition des enregistrements auprès des étudiants qui sont pas sur place. Donc ça a aussi bien marché. En fait, on a fait 2 sessions de formation en début d'année où on a montré finalement comment utiliser le matériel. On a un peu démystifié tout ça pour leur faire comprendre que c'était pas compliqué. On avait vraiment bossé sur l'idée d'un matériel qui tienne dans une valise et qu'on puisse leur mettre à disposition et leur expliquer assez facilement. Et en gros, l'idée, quand on a réfléchi au matériel à installer dans les classes, c'était de se dire, OK, il faut que l'étudiant qui arrive ou le prof qui arrive le matin, il installe tout ça en 25 minutes. On veut vraiment que ce soit l'étudiant ou le prof, en tout cas, qui ne se concentre pas là-dessus. Ça doit être un détail, entre guillemets. Donc ça a été un système qui a bien fonctionné. Après, plus côté pédagogie, on a accompagné, donc un peu comme ce que disait Héloïse juste avant, on a essayé d'accompagner nos enseignants et donc pour ça, on a créé, on a fait 3 jours d'ateliers qui étaient finalement sur les outils pédagogiques de l'école, donc entre autres WooClap qu'on utilise beaucoup en présentiel, on va dire en synchrone maintenant, et d'autres outils. L'idée en gros c'était de leur faire comprendre qu'il fallait retravailler leurs cours pour avoir une scénarisation qui était différente.
Les objectifs pédagogiques des cours, c'est les mêmes, ils n'ont pas de raison de changer, les programmes sont les mêmes. Mais en tout cas, on va venir jouer sur toute cette partie scénarisation et sur les différentes activités qu'on va mettre en place pour éviter de finalement se retrouver, comme certains ont pu se retrouver durant le confinement, à essayer de faire le même cours en présentiel, mais pour des étudiants qui sont en distance. Et là, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Il faut créer de l'interactivité, il faut faire des pauses plus régulièrement. Enfin, voilà, il y a des bonnes pratiques à faire. Donc ça a été transmis pendant les ateliers qu'on a pu préparer et qu'on a pu donner pendant 3 jours début septembre. On a demandé donc de l'adaptation de contenu aux enseignants, on les a accompagnés pour ça. On a essayé, donc c'est ce que je disais, de faire en sorte qu'ils se calent sur ces nouveaux rythmes d'apprentissage, parce qu'on n'apprend pas de la même manière en présence qu'en distance. Les enseignants sont tous d'accord pour dire que l'hybride, c'est beaucoup plus compliqué que la présence, enfin qu'en 100% présentiel, que c'est aussi beaucoup plus compliqué qu'en 100% distanciel. Le gros problème qu'on peut avoir sur de l'hybride, c'est d'oublier nos étudiants qui sont derrière l'écran. Quand on a 20 étudiants face à soi et 5 étudiants derrière leur écran, et pour parler avec eux, il faut avoir la caméra, il faut fixer la caméra. C'est pas naturel, on va dire, pour un prof. Donc là, l'idée, c'était vraiment de leur faire comprendre ça, et l'idée, c'est de pas les oublier, quoi. Donc ça a été un gros boulot de ce point de vue-là. On leur a fait comprendre aussi aux enseignants et on les a formés à rajouter beaucoup d'interactivité. Et là, WooClap a pris tout son sens parce que déjà en présentiel, moi je trouve que c'est un outil qui est extrêmement puissant, mais là quand on fait de l'hybride, c'est encore plus puissant parce qu'on arrive à embarquer et à faire en sorte que nos étudiants, qui soient présents dans la classe ou qui soient derrière leur ordinateur, ils participent et ils soient acteurs de leur formation. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà à peu près dans les grandes lignes. Après, on avait d'autres problématiques, mais je pense qu'ils sont plus liés, on va dire, à notre école, qui est une école d'application. Notamment, on avait une grosse problématique, c'était sur les stages terrain. On envoie beaucoup nos étudiants et nos promotions sur des stages terrain, que ce soit pour visiter des sites industriels, pour visiter même des salles de l'école qui sont des salles un peu spécifiques où il y a du matériel un peu spécifique. On a dû pendant l'été travailler pour adapter tout ça. Et donc juste 2 exemples. Un premier exemple, c'était tous les ans, le centre motorisation et mobilité durable fait une journée dans une salle moteur. Donc vous avez plein de pièces de moteurs thermiques et électriques qui sont là. Et l'idée, c'était de pouvoir faire cette chasse au trésor aussi avec nos étudiants qui sont en distanciel. Et donc pour ça, on a créé un module en réalité virtuelle durant l'été qui était mis à disposition de nos étudiants en distanciel, et finalement, ils pouvaient vivre la même chose que les étudiants qui étaient présents sur le site. Et la deuxième chose, c'était pour un stage terrain, enfin même pour plusieurs stages terrain qui ont lieu sur des sites géologiques un peu partout en France et dans le monde. L'idée pour faire vivre ces stages terrain aux étudiants qui n'ont pas pu se déplacer, c'était de former nos étudiants à faire de la vidéo mobile. Donc là, on les a formés sur comment utiliser son smartphone pour faire des vidéos pédagogiques facilement, rapidement, avec des objectifs pédagogiques clairs. Enfin voilà, rentrer toute la pédagogie qui va bien, mais aussi la techno qui va bien pour pouvoir faire vivre ces expériences aux étudiants en distanciel. Voilà en gros pour notre entrée hybride à IFP School. Ok, génial. Il y avait une question sur le chat tout à l'heure là-dessus, sur les outils. Et peut-être ça peut être intéressant, tu disais, et je pense que c'est effectivement la vision vers laquelle il faut aller, faire en sorte que l'outil soit transparent et que ce ne soit pas un frein pour l'enseignant. En 2 mots, c'était quoi du coup c'est quoi les outils que vous avez choisis, vous Tu parles du matériel ou des outils plus ouais, à la fois suivi le chat, mais ouais, à la fois du matériel et peut-être des logiciels aussi qui étaient alors sur la partie matérielle, ce qu'on a voulu, on a travaillé pas mal avec notre service informatique pour faire en sorte d'avoir des caméras qui soient des caméras grand angle, donc qui permettent de filmer le prof plus le tableau derrière. On utilise Zoom en outil de vidéoconférence puisque on trouve que c'est pas mal pour faire des classes virtuelles et ça permet aussi de faire pas mal d'interactivité finalement. On a pas mal de profs qui utilisent Zoom, enfin les options Zoom pour faire de l'interactivité et pas forcément WooClap, mais bon, l'idée ça reste toujours de faire de l'interactivité. On a des micros, alors l'idée ça a été de bosser sur des micros sans fil, micro-cravate pour l'enseignant et un micro sucette qui va passer dans la classe pour que quand un étudiant a une question, il puisse poser sa question au micro et que les étudiants à distance puissent l'entendre. Ouais, on a fait en sorte de tout câbler pour que les questions des étudiants à distance derrière leur ordi passent dans les enceintes de la salle de classe, que tout le monde puisse l'entendre et notamment le prof. Donc ça, c'était pour la partie matérielle. Et la partie outils, après, nous, ce qu'on utilise beaucoup, donc c'est... Enfin, on essaie de limiter le nombre d'outils parce qu'on ne veut pas noyer nos enseignants sur
sur des outils. Enfin voilà, on essaye de se dire un outil, c'est un usage. Donc par exemple, WooClap, l'usage, c'est faire des quiz en présentiel, enfin en synchrone. Et donc ce qu'on a, c'est 3 outils principaux. C'est le LMS pour tout ce qui est parcours pédagogique, mise à disposition de ressources pédagogiques. WooClap qu'on va utiliser principalement pour du synchrone, et InTeach qui est une application de micro-learning qui va nous permettre de faire de l'asynchrone, donc soit avant le cours, soit après le cours. Et on a rajouté un petit outil pendant le confinement qui s'appelle Genially et qui permet de faire assez rapidement des modules e-learning, entre guillemets. On va dire c'est surtout utilisé pour mettre à disposition des ressources, soit avant l'enseignement, soit après des ressources supplémentaires, etc. Donc voilà les principaux outils qu'on utilise à l'école et le matériel qu'on utilise. D'accord. Et j'en profite pour glisser que Genially s'intègre avec WooClap, ce qui permet du coup d'avoir les deux outils et de créer de l'interaction, et les enseignants font des choses assez sympas avec ça. Ah ouais, c'est génial ça. À tester. Ouais. Autre question qui était posée dans le chat, est-ce que le dispositif du Study Buddy est documenté? Est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à être partagé, ou est-ce que ça... On l'a pas spécialement documenté. On l'a beaucoup travaillé en interne. On a essayé de faire en sorte que tous les programmes y adhèrent. Tous n'y ont pas adhéré, mais une grande partie des programmes y a adhéré en tout cas. On l'a pas encore documenté, mais s'il y a des personnes qui sont intéressées, on peut globalement vous faire un document qui vous explique comment on l'a mis en place et comment ça a été reçu. Ça a été quand même bien reçu parce qu'en fait, après le premier confinement, ce dont on s'est rendu compte, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'étudiants qui étaient dans un mal-être assez notable, quoi. Enfin, toute la journée derrière son ordi, dans la chambre étudiante ou même chez ses parents. Enfin, c'est pas forcément simple. Surtout que nous, on a beaucoup d'étudiants étrangers, donc des personnes qui sont seules. Et donc, ce qu'on voulait, c'était vraiment éviter ça et créer un lien avec une personne qui soit physiquement présente, quoi. Enfin, un lien un peu particulier, quoi. Donc, on a mis d'autres systèmes en place, comme des classes de vie et ce genre de choses pour améliorer tout ça. Mais en tout cas, ce système Study Buddy, il a vraiment permis d'aider pendant les journées de classe, quoi. Donc, si ça intéresse des gens, on peut bien sûr le documenter et écrire un petit paragraphe dessus, sans problème. Ok, bon, on en rediscutera peut-être, ça peut être intéressant effectivement de voir comment on peut mettre ça à disposition. Merci beaucoup Clément pour ce témoignage. En synthèse, Héloïse parlait des activités évidemment pour soutenir l'enseignement. Ce que tu mets en avant, toi, je pense qu'on est dans la même idée, faire évoluer la scénarisation des cours. La dimension des outils évidemment et comment faire pour que ces outils soient les plus simples possibles à utiliser. Héloïse en parlait aussi, la dimension de formation qui est clé. Et puis peut-être voilà, ces dispositifs assez originaux, chercher à s'appuyer sur les étudiants, et c'est hyper bien vu de votre part, pour faire en sorte que ce soit simple pour les enseignants et pour engager et impliquer au maximum les étudiants dans cette période un petit peu particulière. C'était le but et ça a plutôt pas mal fonctionné, donc on est assez content. Ouais, merci en tout cas. Merci beaucoup Clément. Je te propose de passer la parole du coup à Kevin. Kevin, donc, ingénieur pédagogique à l'IMT Atlantique. Je te laisse peut-être allumer ta caméra et c'est tout bon, super. Oui, c'est bon. Ouais, super. Oui. Donc, Kevin, merci beaucoup en tout cas de témoigner également sur ce webinaire. De ton côté, comment ça s'est passé du coup ces derniers mois? Pour cette rentrée, nous, ça s'est globalement bien passé. Mais en lisant le nuage de mots, je me suis reconnu pas mal. C'est vrai qu'on avait mis en place beaucoup de choses, mais parfois ça a été mis en place à la dernière minute. Et donc, du coup, on avait vraiment ce sentiment de se lancer un peu sans filet dans tout ça. Donc, par exemple, on a équipé des salles de barres de son, nous, pour l'enseignement comodal. Mais ces salles, elles ont été opérationnelles la veille de la rentrée. Donc nous, typiquement, en tant qu'ingénieur pédagogique, on devait animer des ateliers de prise en main de l'environnement numérique de formation. Donc on pouvait avoir jusqu'à 300 étudiants en synchrone, répartis dans une vingtaine de salles sur plusieurs sites. Et donc avec ces barres de son, on devait communiquer sur les différentes salles. Donc là, WooClap, nous, ça nous a été un outil précieux parce qu'effectivement, on a pu sonder qui avait du Wi-Fi, qui avait paramétré son mail, tout ça. Enfin, en gros, des prérequis pour notre TP de prise en main. Mais c'est vrai qu'on l'a joué, on n'avait pas eu le temps de documenter aux enseignants comment ça allait marcher et tout ça. Donc c'était un peu le baptême du feu pour nous, donc ça nous a permis de valider la solution. Ça, c'était super. Ça s'est bien passé, mais ça aurait pu être compliqué. Mais du coup, ça nous a aussi permis de mieux accompagner ensuite les enseignants, les étudiants dans la mise en œuvre de tout ça. Parce qu'effectivement, pour nous, le comodal, c'était quelque chose de nouveau, quoi.
Ouais. Voilà, de façon très concrète, nous, on a mis les mains dans le cambouis, c'était super. Alors, 15 jours après la rentrée, nous, on a eu des premiers cas Covid aussi. Donc, nos étudiants, il y avait des cas contacts. Il y a l'ARS qui a commencé à vouloir les tester, tout ça. Donc, du coup, on n'a pas eu le choix que d'y aller. C'est-à-dire que les enseignants, même s'ils étaient en classe, il fallait qu'ils fassent cours aux étudiants qui étaient cas contact dans leur chambre ou des choses comme ça. Donc, on a très vite pas eu le choix de se lancer dans ce nouveau mode d'enseignement, finalement. Ok. Tu avais également participé à se livrer sur les bonnes pratiques pédagogiques en vue de cette rentrée hybride avant l'été. Et il y avait un point en particulier qui était ressorti dans ton témoignage à ce moment-là, c'était la dimension d'échange entre les enseignants, d'échange des bonnes pratiques au sein de l'établissement, et notamment via des plateformes pour structurer tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez mis en place par rapport à ça, et sur aussi ce qui a du coup bien fonctionné sur cette dimension-là? Oui. Alors, nous, en tant qu'ingénieurs pédagogiques, on ne cherche pas à faire la place des enseignants, mais plutôt de les rendre autonomes au maximum. Et donc, on les accompagne, bien sûr, mais s'ils arrivent à partager et à échanger entre eux, et encore mieux, si ce qu'ils ont expérimenté et mis en œuvre, ils arrivent à l'échanger entre eux, c'est encore mieux. Donc, s'ils arrivent à s'entraider, pour nous, c'est gagné. C'est-à-dire que quelque part, ils n'ont plus besoin de nous s'ils arrivent à s'entraider sur des problèmes entre eux. Donc, pendant le premier confinement, c'est ce qu'on avait mis en place, un espace Moodle pour accompagner les enseignants. Alors, c'était sur la mise en place de l'enseignement à distance. Mais au bout de quelques semaines, ce qui a été génial, c'est que les enseignants ont commencé à partager ce qu'ils avaient mis en œuvre sur les forums. Puis, ces échanges, ils ont rebondi entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont, ces retours d'expérience, ils ont donné suite à des échanges entre pairs et aussi des résolutions de problèmes entre pairs. Donc ça, c'est vrai que du coup, nous, notre posture, quand on voit que ça apprend, effectivement, des fois, c'est tentant de répondre tout de suite aux questions qu'ils posent, mais s'ils arrivent à se répondre entre eux, c'est encore mieux. Ouais. Donc il faut aussi des fois se retenir de ne pas répondre trop vite, même si, par contre, il ne faut pas laisser le problème trop longtemps non plus. Mais voilà, on a vu des enseignants qui se sont entraînés, et ça, c'était super. Et puis, on a même eu des enseignants qui sont après allés témoigner sur des webinaires ou dans un cadre un peu plus large que notre école, à l'échelle de notre institut, ou même des sites comme la cartographie des talents, qui ont pu valoriser un peu ce qu'ils avaient mis en œuvre. Nous, en tant que centre d'appui aux ressources pour l'apprentissage et l'enseignement, on a aussi animé des webinaires avec nos pairs, avec d'autres cellules d'accompagnement. Ouais. Et donc ça nous a permis aussi d'échanger sur nos pratiques. Donc il y avait l'apéro des profs qui était piloté par le SNU. Il y avait aussi le site de la cartographie des talents qui nous a permis ou encore notre réseau des écoles IMT, on avait des webinaires qui nous permettaient d'échanger sur ce qu'on mettait en place. On a aussi mis en place une activité qu'on appelle Barnum, en fait, c'est un temps d'échange informel avec les enseignants où on se met vraiment physiquement à l'entrée de l'école et on présente des choses. Ça nous permet de mettre des outils en lumière, par exemple BlueClap ou des choses comme ça. Et cette rentrée, ça a encore mieux fonctionné et il y avait vraiment un besoin. Nous, c'était sur l'écriture des formules mathématiques, par exemple. Les enseignants étaient vraiment un peu perdus et on a finalement fait l'acquisition de webcams articulées et qui permet de filmer le tableau ou même la feuille papier sur laquelle ils écrivent. Et ça a aidé beaucoup d'enseignants qui ne voyaient pas comment ils allaient réussir à diffuser ce qu'ils faisaient d'habitude avec ces formules de maths. Parce qu'on avait aussi des tablettes numériques, tout ça, mais là, il y en a qui sont très à l'aise, il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Et finalement, le papier-crayon ou le tableau et la webcam, c'était la bonne solution. Donc voilà, de façon plus globale, on essaye effectivement de valoriser les enseignants sur leurs pratiques. Donc on a une école d'hiver, par exemple, organisée par l'école qui permet de valoriser, de mettre des formations à la pédagogie. On a des formations à la pédagogie qui sont obligatoires, même pour des doctorants ou pour les nouveaux enseignants qui rentrent chez nous. Alors c'est obligatoire entre guillemets, effectivement, s'ils ne veulent pas la faire, ils ne la font pas, mais on peut aller jusqu'à leur empêcher d'enseigner s'ils ne vont pas. Donc voilà, le but. Et puis ces formations, elles sont toujours basées sur l'échange et le vécu des enseignants. Donc c'est un peu dans la littérature, c'est le Scholarship of Teaching and Learning. On essaye d'appliquer ça au maximum à nos formations. Donc le but, c'est de progressivement les amener à échanger le plus possible sur leurs pratiques, qu'importe le domaine disciplinaire ou même leur ancienneté dans le métier. Après, on sait très bien qu'on ne va pas tous faire des enseignants qui vont aller publier dans des journaux et revues pédagogiques. Mais voilà, si déjà ils arrivent à échanger avec leurs collègues, c'est une première étape.
s'ils arrivent à aller un peu plus loin et sortir de l'école pour aller changer leurs pratiques sur un niveau local ou national, c'est encore mieux. Et puis bah, voilà, si en plus on arrive à publier derrière, c'est l'idéal. Hyper intéressant. Valoriser le travail des enseignants, les bonnes pratiques qu'ils mettent en place. Je retiens du coup cette dimension d'échange entre pairs qui est clé dans ce que vous avez mis en place, et l'idée de si la solution peut émerger des enseignants d'abord, effectivement, elle aura sans doute plus de poids et plus d'impact. Et puis ensuite, les accompagner également, et tu rejoins en ce sens-là Héloïse et Clément, et tu parlais effectivement de ces temps d'échange sur la pause du déjeuner. Je sais que dans beaucoup d'établissements, je pense que les participants se reconnaîtront là-dedans. Il y avait déjà des cafés pédagogiques ou des choses comme ça qui étaient organisés dans les établissements l'année dernière. Et je crois que ça a redoublé d'intensité ces derniers mois et depuis la rentrée, quoi, pour aborder tous les sujets qu'il y a à traiter ces derniers temps, quoi. Merci beaucoup, Kevin, pour ces différents éléments. Avant de conclure sur ce webinaire, peut-être quelques questions, et Kevin, évidemment, tu pourras y répondre, et Héloïse et Clément, je vous laisserai aussi en dire un mot. Il y a plusieurs sujets qui sont ressortis de ce que vous avez pu mentionner. La dimension de l'interactivité, hein, clairement, qui arrivait comme un élément clé. Un sujet autour de la communication également, comment communiquer en interne, notamment auprès des enseignants, comment communiquer auprès des étudiants également. Et puis, on en parlait tout à l'heure, le sujet de la scénarisation également des contenus, comment repenser une partie des contenus de cours pour l'adapter par rapport à ce contexte hybride. Ce que je vous propose, c'est de répondre à une question sur WooClap, peut-être pour commencer, pour avoir vos avis, à vous qui nous regardez. Ce matin, je vais vous partager à nouveau mon écran. Je vous laisse répondre à cette question sur cette dimension de l'interactivité. En un mot, quelles sont vos idées pour créer plus d'interactivité dans le contexte actuel? Je vous laisse répondre à la question, et puis je demanderai à Héloïse, à Clément et puis à Kevin de rebondir peut-être sur ces différentes dimensions, interactivité, communication. Voilà, je vois que les premières réponses commencent à arriver. Alors, je vois pas mal d'idées qui reviennent. Créer des sous-groupes, un point qui revient pas mal. La dimension de vidéo également, créer des vidéos de qualité, diversifier, scénarisation sont des éléments qui reviennent aussi. Faire des classes inversées. La dimension des outils qui revient. J'ai vu passer les outils Google ou WooClap également. Parrainage entre étudiants, on revient un petit peu au sujet dont on a pu parler tout à l'heure avec Clément. Dans les outils Genially qui revient aussi. Demander comment ça va, même à distance. Je vois qu'il y a un like sur cette réponse. Effectivement, je crois remettre de l'humain dans cette période-là, une manière de créer plus d'interactivité. Peut-être pendant que les réponses continuent à arriver, Kevin, peut-être pour commencer, est-ce que tu veux rebondir sur ces différentes idées et peut-être nous partager quelques éléments sur ces différents sujets, l'interactivité, la communication, la scénarisation des cours également? Ouais, alors nous, ça me fait beaucoup penser, nous, aux techniques de rétroaction en classe, en fait, qu'on peut mettre. Donc, effectivement, WooClap, c'est un outil super pour ça, où on peut justement sonder les étudiants et les engager, les rendre acteurs pendant qu'on forme. Donc ça, oui. Nous, on avait eu, par exemple, le 13 octobre, Christelle Lison, qui est venue animer une conférence « Créer un esprit de classe malgré la distance ». Et donc, effectivement, elle a titillé les enseignants là-dessus en les questionnant sur qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour créer ce lien et faire finalement une classe vivante, même à distance, quoi.
Héloïse, est-ce que tu veux rebondir sur ces différents points? Moi, ce que je veux revenir sur cette notion importante du scénario pédagogique, parce qu'en fait, elle est centrale et nous, on est un service de transformation. Et cette transformation, elle concerne la posture pédagogique des enseignants. C'est-à-dire qu'on essaye de leur faire comprendre qu'il faut peut-être moins se focaliser sur le contenu et la discipline et davantage se tourner vers l'étudiant et penser les conditions qui vont favoriser les apprentissages des étudiants. Et donc, à partir du moment où les enseignants, quel que soit le mode d'intervention, que ce soit hybride, comodal, une fois qu'ils comprennent ça et qu'ils ont senti l'intérêt et le bénéfice pour l'étudiant, le scénario découle de lui-même. Et du coup, la qualification des activités qui vont être les plus propices à l'apprentissage va remettre toute sa place à l'interactivité. Et donc, nous, ce qu'on dit souvent aux enseignants, c'est dans une classe virtuelle, quand l'enseignant demande « Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair ?» C'est évident que personne ne va répondre. Les étudiants sont derrière leur ordi. Voilà, c'est juste l'enseignant qui cherche à se rassurer. Alors que s'il annonce au préalable comme consigne que ça fera partie de la pédagogie, de solliciter les étudiants avec des questions de compréhension, en participant via un questionnaire, un nuage de mots ou un quiz avec WooClap, les étudiants d'une part vont s'y attendre, ça fera partie des règles du jeu, et puis ensuite on agit sur un des facteurs de motivation qui est essentiel chez Bio, c'est son sentiment d'utilité. C'est-à-dire que maintenant, une fois que la consigne elle est claire, l'étudiant va comprendre pourquoi vous lui demandez de faire cette activité et s'il comprend à quoi ça sert, il va s'engager. Et donc, moi, j'insisterai vraiment sur cet élément de scénario. Et puis, deuxièmement, sur l'élément du feedback aussi, sur la qualité du feedback. L'interactivité, elle va prendre, si le feedback est de qualité, et le feedback, c'est pas seulement l'enseignant, c'est aussi les étudiants. Et là aussi, j'aurais envie de dire, faut pas hésiter, les étudiants, à en faire des partenaires et à leur demander à la fin de la séance qu'est-ce qui, d'après eux, a fonctionné, a moins bien fonctionné. Ils ont aussi des idées. Et donc, je pense que leur donner la parole sur ce retour d'expérience qu'ils vivent aussi, c'est assez fondamental pour que l'interactivité devienne quelque chose d'assez naturel, en fait. Clément, est-ce que tu veux rebondir sur ces différents points? C'est ce que vous avez mis en place, notamment mettre vraiment l'étudiant au cœur? Ouais, ça c'est clair que ce que vient de dire Héloïse, c'est super important. Pour reprendre la question sur l'interactivité, je pense en effet qu'il y a plein d'outils qui permettent de faire de l'interactivité, on en a parlé. Il ne faut pas penser que outils, quoi. Quand j'ai vu la réponse demander comment ça va, ouais, bien sûr. Bon, ça engage aussi les étudiants. Alors certes, ils vont peut-être pas tous répondre, c'est ce que disait Héloïse juste avant, je suis d'accord. Mais ça fait partie de l'interactivité. Je pense qu'en effet, la première chose qu'il faut faire quand on fait passer un cours 100% présentiel à des pédagogies mixtes ou même distancielles, c'est repenser son déroulé pédagogique. L'agencement des activités va forcément pas être la même. Sur du présentiel, on peut peut-être tirer un peu plus sur des séquences magistrales qui vont être un peu plus longues. Sur du distanciel ou du mixte, c'est beaucoup plus compliqué de le faire parce que on va forcément perdre l'attention de nos apprenants plus rapidement. Donc, il faut faire attention à tout ça, à tous les rythmes d'apprentissage et après, voilà, utiliser les outils qui vont bien pour créer l'interactivité qui va bien et permettre en effet d'aller vers un apprentissage qui soit le meilleur possible pour les apprenants. Sandrine, à l'Anstia, vous êtes un témoin privilégié, j'ai envie de dire, de ce qui se passe dans l'enseignement supérieur en France. Comment est-ce que tu analyses, toi, ces différents sujets de votre position à l'Anstia? Oui, moi, ce que je retiens, c'est l'interactivité dans le contexte actuel. Il ne faut pas oublier. Alors, on n'a pas les mêmes problématiques dans les écoles, dans les universités. Nous, au niveau des universités, il faut qu'on fonctionne avec beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que là, ce que j'entends, c'est très intéressant. Dans une petite école, on peut se regrouper très facilement pour faire des choses intéressantes. On dit, on va mettre ça en place. Nous, il faut qu'on voit à plus grosse échelle. Donc, quand on met un outil en place, quand on met des systèmes en place, là, on le voit au niveau des équipements, quand on veut mettre de l'interactivité, évidemment, pour créer quelque chose de conforme et pour tout le monde, ça prend un peu plus de temps. Donc, nous, nos problématiques ne sont pas forcément les mêmes que dans des structures
un peu plus petite, j'ai envie de dire. Et là, comment on voit ça? C'est que l'essentiel, il y a deux choses. C'est les services d'appui qu'on a, nous, à l'intérieur, donc les métiers des ingénieurs pédagogiques, des audiovisualistes qui sont dans nos établissements, qui sont vraiment là en ce moment en service support à tous nos collègues et qui apprennent et qui mettent en place pour les étudiants, et aussi de mélanger la vie étudiante. Et ça, c'est important. L'accompagnement des étudiants, on accompagne beaucoup les enseignants et créer de l'interactivité. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que derrière, on peut responsabiliser les étudiants, comment on peut recréer de l'interactivité. J'aime bien l'idée qui a été abordée de repenser au scénario des vidéos, de se dire qu'une vidéo, ce n'est pas forcément un enseignant qui est devant un écran, c'est de voir comment, donc nous, dans nos établissements, il y a beaucoup d'établissements qui travaillent également sur des vidéos qui sont faites par des étudiants. Donc le rendu aussi au niveau de, mais comment évaluer des vidéos qui sont faites par les étudiants, comment prendre soin des étudiants aussi avec une interactivité en live. Donc voilà, disons que le retour, c'est de se dire que pour créer l'interactivité, n'oublions pas de garder le lien et garder le lien entre tous les métiers, les enseignants, mais aussi les étudiants. Et comment, la question, c'est comment trouver le lien. Donc les outils, c'est intéressant, mais les outils, c'est pour faire ce lien. Et donc c'est de ce dont on parle aujourd'hui. Merci Sandrine, et c'est effectivement, je crois, le message qui ressort de tous vos témoignages, les outils comme un moyen pour atteindre ces objectifs-là. Il nous reste 5 petites minutes dans ce webinaire. Je vous propose de prendre peut-être quelques questions que vous avez pu poser dans le chat. Une question peut-être sur la scénarisation pédagogique. Je ne sais pas si Héloïse, Clément ou Kevin, l'un d'entre vous veut répondre sur ce point-là. En termes de méthodologie, qu'est-ce que vous utilisez pour ce sujet-là? Et en particulier, il y a une question très précise dans le chat sur la méthode ABC Learning Design. Est-ce que c'est des choses que vous appliquez pour travailler sur ces sujets de scénarisation? Je ne sais pas. Ouais, Héloïse, si tu veux. Ouais. Alors effectivement, ABC Learning Design, c'est une méthodologie qu'on connaît et que les ingénieurs pédagogiques utilisent, nous en tout cas à Dauphine. Il n'y a pas que celle-là, il y a aussi l'utilisation de Canva. On parle aussi beaucoup de scénarios, de techniques, voilà, qui sont l'écriture d'un scénario pédagogique. Donc, nous, on n'est pas forcément porteur d'une méthodologie en particulier. On va plutôt s'adapter à l'enseignant. Et c'est vrai que certains enseignants vont être beaucoup plus à l'aise avec des outils de mind mapping, par exemple. Ils vont commencer à lister les grandes thématiques du cours, les objectifs pédagogiques, les activités qui s'y prêtent, en synchrone, en asynchrone. Donc, le document il faut surtout que l'enseignant se sente à l'aise avec la méthode, en fait. Donc, on va d'abord sonder l'enseignant, recueillir son besoin et lui proposer du coup un outil de scénarisation dans lequel il va être à l'aise. On ne va pas rajouter, comme mes collègues l'ont dit, une couche de technologie et donc utiliser un outil qui va encore leur demander un apprentissage, une appropriation, alors que du mind mapping peut très bien faire l'affaire, ou un Canva, c'est-à-dire vraiment un document à l'horizontale, temporel, avec différentes séquences dans lesquelles l'enseignant remplit ses objectifs, le contenu du cours, et puis les différentes activités qu'il va faire. Donc voilà, on n'a pas de parti pris, nous en tout cas à Dauphine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Internet que vous pouvez trouver, c'est en accès libre également. Donc voilà, ce sera ma réponse. Ok, merci beaucoup Héloïse. On arrive au terme de ce webinaire. Ce que je vous propose peut-être pour conclure, ce serait d'avoir vos retours à vous qui avez participé. Merci à toutes et à tous. En un mot, qu'est-ce que vous retenez de ce webinaire? Et juste avant de finir, je vous laisse quelques instants pour répondre à cette question. Et déjà de premiers mots qui ressortent.
la dimension de support et de technique hein, qui ressortent. On parlait évidemment des outils qui sont au service d'abord de l'enseignant, de la pédagogie. Mais je crois, hein, c'est ce qu'on a pu voir à travers les différents témoignages qu'on a eus ce matin, qu'il reste encore du travail à faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de frein sur cette partie technique. Échanger sur nos bonnes pratiques, partage sont des mots qui ressortent également de ce nuage de mots, et c'est effectivement je pense l'un des apprentissages hein, de cette période, et en particulier de ce qu'Héloïse, Clément et Kevin ont pu nous partager ce matin. Merci en tout cas voilà, à toutes et à tous pour votre témoignage ce matin. Merci à toutes et tous qui avez participé pour vos participations aux questions WooClap. N'hésitez pas, on sera ravis de prolonger cet échange. N'hésitez pas à interagir avec nous sur Twitter, à me contacter directement également si vous avez des questions. On rediscutera de tous ces sujets-là avec grand plaisir.